Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de la meilleure année de votre vie où, mois après mois, on a le privilège fantastique de rencontrer des gens exceptionnels qui accomplissent des choses assez admirables de par leur démarche en affaires, personnelle, professionnelle. Et ce mois-ci, on ne fait pas exception à la règle alors qu'on rencontre Serge Beauchemin. Comment ça va, Serge, mon ami? Ça va super bien, Martin. Écoute, merci énormément de prendre du temps pour venir nous rencontrer. Pour les gens qui ne connaissent pas Serge Beauchemin encore, évidemment, au Québec, j'imagine que ta popularité a dû augmenter au cours des derniers mois, Serge. Un petit peu, un petit peu. Les Québécois, Québécoises, vous devez sûrement connaître l'émission L'Œil du Dragon. Donc, Serge est un nouveau dragon. Cette série-là, télévisée, où des entrepreneurs vont faire un pitch pour faire financer leur entreprise, leur rêve. Et pour les gens qui sont en Europe, par contre, qui ne connaissent pas Serge, écoutez, ça sera une découverte de cœur, j'en suis certain. Serge, écoute, père de 2 enfants, entrepreneur, passionné de l'entrepreneuriat, généreux au service des gens, passionné de la photo. On aura la chance d'en parler parce que tu travailles sur un projet très spécial. Comment qu'un gars qui rêve de devenir acteur, quand il est tout petit, arrive à devenir qui tu es devenu aujourd'hui avec toutes les entreprises que tu as fondées, toute l'aide que tu apportes dans le monde de l'entrepreneuriat? Peux-tu nous amener un peu, je sais que c'est une question qui peut peut-être t'amener dans une très grande histoire, mais je trouve que t'étais-tu prédestiné à devenir entrepreneur? Comment est-ce que ton cheminement t'a amené à où est-ce que tu es aujourd'hui? Bien, en fait, c'est effectivement une question qui pourrait probablement prendre quelques heures à répondre. Mais puis je vais m'adresser à vous dans la réponse. Alors, prends pas ça personnel, mais j'ai l'impression que ça les intéresse davantage que toi. Non, non, c'est une blague. Je vais aller prendre un café, je reviens. Non, sérieusement, écoute, est-ce que j'étais prédestiné? Je ne suis pas sûr si j'étais prédestiné à être entrepreneur. Mais définitivement, dans mon cœur d'enfant, j'étais prédestiné. J'ai été convaincu que j'étais destiné à une grande vie, à une grande existence. Parce que chez nous, moi, j'ai eu le privilège, on dit souvent que l'influence dans la vie, c'est le rang dans la famille, tu sais. Et pour différents facteurs, j'étais le 3e enfant de ma maman, qui a eu 3 enfants, mais très tôt dans sa vie. Alors, à 22 ans, elle s'est ramassée monoparentale avec le 3e. C'était pas facile. Les grands-parents ont gardé mon frère et ma soeur qui étaient plus âgés. Okay. Et ma mère s'est ramassée avec le petit bonhomme. Fait que mes grands-parents s'occupaient de mon frère et ma soeur, ma mère du petit bonhomme. Et donc, j'étais enfant unique pendant un petit bout de temps, jusqu'à 1 an et demi. Ça allait pas bien. Ma mère avait de la difficulté. Elle me confiait une famille qui, elle, s'est occupée de moi à temps plein. Et cette famille-là avait 5 filles. J'ai grandi avec 5 filles. Donc, le plus jeune, le 5 filles. Là-dedans, j'ai une petite période aussi où j'ai été tout seul avec ma mère après. Et après, ma mère a fait sa vie avec un autre homme. Elle a eu un autre enfant. Et c'est avec lui que j'ai grandi finalement de 11 à aujourd'hui, là. Et lui, c'était mon petit frère, puis là, j'étais juste 2. Donc, j'étais le plus vieux d'une famille de 2. Fait que j'étais le plus jeune, j'étais enfant unique, j'étais un petit gars parmi 6 filles. Alors, moi, j'étais prédestiné à avoir une vie un peu spéciale. Faisiez-vous des pass-down dans votre famille? Comme en anglais, on va dire les enfants les plus vieux passent leur vêtement aux enfants les plus petits. Donc, as-tu été obligé de t'habiller en petite fille? Non, heureusement, heureusement. Mais je pense que ces influences familiales-là, ce parcours atypique, je dirais, de mon enfance, a créé chez moi la volonté, d'avoir des fondements familiaux très, très forts. Capacité d'adaptation aussi. Exactement. Détachement aussi de certains types de liens qu'on considère acquis peut-être dans d'autres styles de cellules. Pour moi, ce qui est important, c'est ma mère, mon frère, moi, notre petit groupe. C'était ma petite famille. Puis le reste, c'est toute ma famille étendue. Tu sais. Donc, je me suis, peut-être par le concours des choses, je me suis développé un besoin et une facilité de connecter avec les gens, mais sur une base authentique. Tu sais, pas sur une base de « je veux quelque chose », puis je veux... Non, je suis un peu naïf. Puis dans mes relations, quand j'étais jeune, rapidement, j'étais famille avec toi. J'ai appelé ma gardienne maman, et je l'appelle toujours maman. Elle s'appelle Maman Savoie. Oui. Je la salue, ça m'écoute. Maman Savoie, elle m'a gardé, c'est elle qui s'est occupée de moi pendant 10 ans. C'était la mère des 5 filles. Alors, c'est devenu Maman Savoie, Papa Savoie. Les 5 filles, c'est mes sœurs. Mais c'est pas des sœurs, on n'a aucun lien de sang, là. Alors, mais cette capacité peut-être d'avoir connecté avec ces gens-là a développé chez moi l'habilité peut-être à entrer en contact de façon assez rapide avec les gens, mais toujours sur une base de grande authenticité. Alors, il se développe rapidement de l'intimité entre moi et mes amis, mes relations. Tes relations, autant les relations d'affaires que tu as pu développer. Tout à fait. Mon Dieu, ça fait du bruit quand on cogne une bague sur une table. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ressent, Serge, immédiatement chez ta personne quand on te rencontre, ton authenticité.
Mais lorsque tu as été nommé aussi pour participer à l'émission des Dragons, sur ton blog, sur ton site Internet, juste ton explication de pourquoi c'était un honneur pour toi de participer à l'émission des Dragons et pourquoi tu allais le faire, pourquoi tu allais demeurer authentique, c'est quelque chose qui est encore partie prenante de ta vie. Donc, oui, de ton enfance, mais encore aujourd'hui, tu sais, tu dis je suis naïf, mais dans le fond, c'est peut-être pas le bon mot, je trouve, mais c'est empreint de ta personnalité, tu es au service. Tu sais, on va toujours avoir l'image négative de l'entrepreneuriat, de justement, les gens veulent se servir, mauvaise réputation, mais ça existe, des entrepreneurs qui sont au service. Bien, moi, je pense qu'il y en a plus que, justement, que ceux qui nous font mauvaise réputation. Tu sais, premièrement, il y a... on en entend moins parler, mais il y en a beaucoup plus. Oui. Je voudrais réagir au concept. J'ai dit naïf, mais en fait, ce que je pense que j'ai réussi à garder en moi, c'est l'enfant. Tu sais, c'est ce jeune qui s'émerveille encore devant toute chose, qui revit encore. Moi, je dis souvent, chaque journée, j'essaie de faire de cette journée-là la première de ma nouvelle vie. Tu sais, c'est pas la dernière de ma vie. Je veux pas la vivre comme si c'était la dernière, parce que la dernière est souvent remplie de remords, d'une certaine tristesse. Tu sais, si je sais que je vais mourir demain, c'est comme, oh, God, c'est plate, je vais mourir demain. Mais si je commence à zéro aujourd'hui, c'est comme, all right, tout est possible. Tu sais. Alors, j'ai peut-être plus cette attitude-là de rentrer dans chaque journée ou dans chaque nouvelle aventure comme cette naïveté que j'appelle, mais qui n'est pas de naïveté, mais l'émerveillement de l'enfant puis de celui qui a envie de mordre dans la vie. Fait que ça, c'est d'une part, je pense que c'est peut-être ce qui me rend intensément présent. Je te disais un peu plus tôt aujourd'hui, quand je suis quelque part, j'essaie d'être là avec tout ce que je suis. Et parfois, bien, j'oublie le reste, tu sais, parce que je suis tellement présent dans le rapport avec les gens, dans le rapport avec mes clients, avec mes employés, que ça me fait oublier peut-être d'autres aspects plus logistiques, je dirais, de ma vie. Là. Oui, puis ça, dans la vie comme en affaires, c'est peut-être tous les gens qui adhèrent au programme de la meilleure année de votre vie, justement, ils veulent améliorer leur vie personnelle, professionnelle. Puis c'est peut-être bien un conseil subtil mais puissant de garder cette naïveté-là. Comme tu dis, tu sais, c'est facile de rentrer dans le cynisme aujourd'hui, dans le sensationnalisme, mais d'honorer chaque journée qui nous est offerte additionnelle, de dire comme, hey, qu'est-ce qu'on peut créer aujourd'hui? Martin, tu sais, le métier que tu pratiques, ça a eu une grande influence pour moi aussi dans ma vie, dans le sens que quand j'étais jeune, on parlait d'être acteur. Je voulais être acteur quand j'étais jeune. Puis pour différents facteurs, bien, je me suis rendu compte qu'être acteur, j'ai pas rencontré les bons discours ou j'ai pas rencontré les bonnes personnes qui m'ont dit, écoute, tu peux faire de l'argent. Mais tu sais, je viens d'un milieu pauvre, alors moi, c'était important de sortir ma mère de la misère, me sortir moi-même de la misère, puis d'avoir une certaine indépendance financière. Donc, tu sais, quand j'ai su à 16 ans ou 17 ans, je ne sais pas quel âge, que le métier d'acteur, c'est un métier qu'on pratique par passion. Ce métier que vous allez puiser votre force. Et voilà. Et quand on m'a dit ça, ben écoute, moi, j'avais tout ce calling-là, mais je voulais aussi que ça paye. Oui, exactement. Puis on a occulté le bout de paye, puis on a juste parlé de passion. Ben ça n'a pas répondu, ça n'a pas résonné. J'ai dit, bon, ben, on va faire autre chose. Puis c'est la vente, moi, qui a été mon chemin vers l'entrepreneuriat. Je me suis ramassé par accident comme vendeur dans une boutique informatique. Et j'ai lu le livre de Jean-Marc Chaput, Vivre, c'est vendre. Ça a changé ma vie. J'ai lu ce livre-là, puis on peut faire une carrière intéressante en faisant de la vente. Puis Jean-Marc apportait la vision de la vente comme étant un service qu'on offre à quelqu'un. On aide quelqu'un. Et ça, pour moi, ça a résonné. Qui est en cohérence avec mon valeurs, être, avec qui je suis. Moi, c'est d'aider, c'est de collaborer, c'est d'être présent pour vrai avec les gens. Alors, je me suis dit, bon, bien, la vente, c'est pas une façon de vendre un frigidaire, un esquisse. C'est pas une technique de manipulation. La vente, c'est d'aider quelqu'un qui a un besoin à assouvir ce besoin-là. Alors ça a été le fondement de ma culture de vente qui est devenu le fondement de ma culture entrepreneuriale. Si tu m'entends parler d'entrepreneuriat, je parle toujours de c'est quoi le besoin. Y a-t-il un besoin quelque part? Y a-t-il un client qui a ce besoin-là? C'est en quoi ta solution répond à ce besoin-là pour vrai. Puis quand cette équation-là ne fonctionne pas, I'm out. Je pense que c'est pas une bonne business, c'est pas une bonne affaire. Si tout ce qui te motive, c'est de faire de l'argent, moi, l'argent, c'est une conséquence de quelque chose qui est bien fait. Exactement. Alors, si tu travailles pour faire de l'argent, ben, tu vas peut-être en faire un bout, mais tu n'en feras pas longtemps. Si tu travailles pour rendre service correctement, adéquatement, puis que tu es assez intelligent pour que cette opération-là génère de l'abondance, bien là, bravo, là, tu as un beau modèle d'affaires. Alors, je préfère parler d'abondance que de profit, moi. J'adore. C'est de la musique à mes oreilles. Lorsqu'on parle d'affaires, on va l'élargir. On parle de succès. On a souvent l'impression, oui, il faut travailler fort, mais les gens veulent forcer le succès. Ils veulent tellement atteindre leur objectif, sont tellement à la recherche de des stratégies à la fine pointe pour réussir. Fixez-vous des objectifs, faites de la visualisation, on en peut finir, mais on est en train de parler ici des choses très simples. L'authenticité, garder la naïveté, la capacité de se surprendre au quotidien, de se dépasser, être au service.
Ça fonctionne pour de vrai, ça, dans le monde des affaires, de ton observation? Parce que moi, j'y crois fondamentalement, mais c'est pas un discours qu'on entend souvent. Ben non, c'est ça. Puis moi, je pense que c'est la seule façon que ça fonctionne véritablement, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que toutes les histoires à succès qu'on entend, j'étais sur un concept télé cette semaine, puis on me parlait du TV dinner, tu sais. Les gens qui ont inventé, les frères Swanson, qui ont inventé le TV dinner dans les années 50, écoute l'histoire, eux autres, ils sont ramassés qu'il y avait un paquet de dinde pour vendre à Noël, puis ils n'ont pas vendu autant, puis ils sont pognés avec un overflow de dinde, un truc de un frigidaire de dinde. On va faire quoi avec ça? Il y en a un qui est brillant. D'ailleurs, on coupe ça, on sac ça dans un plat en aluminium avec la sauce, les patates, on fait geler ça. On va vendre ça, on va en produire 5000, puis on va être correct, on écoule les dindes, puis ils nous ont vendu 10 millions. OK? Alors, puis là, on me pose la question, tu sais, ils ont créé un besoin. Puis je dis, non, ils n'ont pas créé un besoin. En fait, s'ils avaient créé le besoin, ils n'auraient pas fait 5000. Ils auraient pensé qu'on va en vendre 10 millions, puis ils auraient mis en place toute la machine marketing pour en vendre 10 millions. Non, ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour en vendre 5000, mais ils ont découvert un besoin qui était latent. Alors, ce que je veux dire, c'est que ces gars-là se sont mis riches en faisant cette affaire-là. Ils ne se sont pas mis riches en partant en se disant, on va faire des TV dinners, puis on va devenir riches. Ouais. On va faire des TV dinners pour répondre à notre problème, puis finalement, par hasard, ça répond à un besoin incroyable de la population. On organise ça, puis bang, on devient riche. Pensez à Facebook. Mark Zuckerberg, il n'est pas parti Facebook à l'université en se disant « j'ai un plan d'affaires pour devenir multimilliardaire ». Il a dit « non, j'ai une bonne idée, on va connecter tous les étudiants ensemble, ça va pouvoir faire des réseaux, on va pouvoir se parler ». C'est ça l'idée à la base. Puis non, ça, on fait ça, puis pouf, la magie s'installe, 20 000 abonnés dans 2 heures, puis ça n'arrête plus, ça emporte cette affaire-là. Puis là, l'argent arrive. Alors moi, je pense que les grandes fortunes, à la base, sont tout le temps bâties. Tu sais que 3/4 des multimillionnaires sur la planète sont partis de rien. Alors, ils sont tout le temps partis de ce besoin, quelque part, que quelqu'un avait, et eux ont trouvé une solution à ce besoin-là. Et quand la roue s'est mise à tourner, puis ça s'est emporté, ils ont commencé à faire de l'argent. Après ça, c'est un autre discours. Parce que là, quand tu as de l'argent, X milliers de dollars ou X centaines de millions, ou X dizaines de millions, là, c'est plus la même game. Parce que là, le besoin n'est pas le même. Le besoin, c'est de faire fructifier l'argent. Donc, toi, tu vas prendre ton argent, puis là, tu vas la placer dans des mécanismes qui peuvent là, la faire doubler, tripler, quadrupler. Puis là, c'est une autre game. C'est pas celle que je parle de l'entrepreneur. Ça, c'est celle du financier. Oui. Moi, je parle de celle de l'entrepreneur, celui qui bâtit une entreprise. C'est fascinant. J'adore. C'est vraiment... je suis content que tu aies accepté de célébrer l'entrepreneuriat, de démontrer leur courage et de faire, parce que c'est j'entendais une entrevue avec Louis Garneau, qui est un de nos grands entrepreneurs au Québec, puis il disait, j'ai rencontré Pauline Marois, puis j'y ai dit qu'on n'investit pas assez dans l'entrepreneuriat, puis je le dis qu'on ne célèbre pas assez l'entrepreneuriat. Tout à fait. Je suis content que tu aies accepté le défi de jouer ce porte-parole-là pour nous à l'émission Le Dragon. En tout cas, une des raisons qui t'a amené à dire, bien, je vais accepter cette belle visite-là pour faire une vitrine à ces gens-là qui font bouger l'économie et créateurs d'emplois. Puis, Martin, ma première raison, c'était de l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est important. Je pense que c'est l'avenir économique de notre province passe par là. T'sais, on est dans une économie maintenant de service. On n'est plus dans une économie de production, en tout cas pas ici en Amérique du Nord. Exact. Tout ça, c'est à l'extérieur. Donc, il faut absolument qu'on soit vite sur la gâchette. Puis, il n'y a aucune raison qu'au Québec, en plus que le Québec produit des Céline. Je suis allé à Vegas la semaine passée, j'étais impressionné de la quantité de shows québécois qu'il y avait sur la strip. Toutes les productions du Cirque du Soleil, il y avait Céline Dion, il y avait Véronique Dicker. C'est vrai, oui. Ah ben ouais, c'est incroyable. La Vegas Strip, ça appartient à la créativité québécoise. Il n'y a aucune raison au monde que la créativité québécoise ne soit pas aussi à l'origine des Facebook, des Amazon, des Google. C'est tous des modèles d'entreprises virtuelles qui se sont créés sur Internet et on ne les voit pas ici, ces entreprises-là. On voit la créativité dans le domaine artistique, on voit les prouesses québécoises dans le domaine sportif. Hein. Beaucoup de grands noms québécois dans plusieurs disciplines. Je pense à Georges Saint-Pierre. Incroyable, combattant ultime. Incroyable. On pense à tous les joueurs de hockey qu'on a pondus et tout ça, puis même des joueurs de baseball gagnés, tout ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que cette petite population-là a excellé dans beaucoup de sphères, sport, les arts, créativité. Malheureusement, dans l'entrepreneuriat, c'est très parcimonieux comme résultat. Et je crois que c'est parce que, nouveau, société, on ne valorise pas assez ça. Les jeunes ne voient pas comme l'entrepreneuriat comme étant un choix de carrière. Les parents ne disent pas à le jeune, ben, tu devrais te partir une business. Hey, c'est une bonne idée. Commence à gosser. Non, on y va tout le temps avec le plan sécurité. Pourquoi, selon toi? Est-ce que tu t'es fait une tête autour avec ton expérience, ton observation de l'enjeu? Est-ce que c'est notre rapport avec l'argent? Est-ce que c'est notre rapport avec le succès? Je pense que tout ça ensemble. Moi, je pense que j'essaie de m'expliquer pourquoi, puis j'ai pas fait de grandes études. C'est la même chose en Europe. Ils ont la même, on dirait que dans la fibre francophone,
notre passé judéo-chrétien, tout ce succès-là, il ne faut pas trop en parler, l'argent, est-ce que c'est... Donc, comme tu dis, c'est un mix un petit peu de toutes ces choses-là. Un mix de toutes ces choses-là. Moi, je ne vois pas ce qui se passe tellement en Europe, puisque je travaille plus ici encore. Et je dirais que mon explication est peut-être très facile, là, mais j'ai l'impression qu'on est juste jeune, un peu. Tu sais, les années 60 encore, le francophone était agricole à 85 ou à peu près. Là. On était soit dans les shops ou sur les terres. Tu sais. Oui. Très peu de francophones au pouvoir, très peu de francophones comme au pouvoir financier puis nouveau au pouvoir politique. Révolution tranquille a changé ça, mais on est quand même relativement nouveau comme peuple, comme société, les francophones nord-américains, à avoir du pouvoir autant financier qu'économique. Et cette nouveauté fait que, bon, ben comme on est jeunes un peu, comme des jeunes à qui tu donnerais de l'argent un peu trop tôt dans leur vie, bien, il y en a qui s'enflent la tête, il y en a qui dépensent impuniment, il y en a qui ne savent pas trop quoi faire avec. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être une explication de notre maladresse avec l'argent, puis avec cet inconfort aussi à mesurer l'impact ou la valeur de l'argent ou son rôle dans notre équation société. Parce que je regarde chez les Américains, bien, on pourrait dire la même chose, mais en fait, les Américains, c'est pas vrai. Eux autres, il y a 350 ans, ou un peu plus, 400. Ça fait longtemps que l'American Dream existe. Exact, ouais. que l'American Dream existe, puis que cet American Dream-là est basé, entre autres, sur une grande partie sur l'accomplissement financier. On en est encore à nos balbutiements de gérer le succès et de toute cette énergie. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Peut-être que je me trompe, mais bon, j'aime croire que... comme perspective. J'aime croire que c'est peut-être l'explication, puis ça me rend peut-être aussi plus tolérant et à plus de compassion avec les gens que j'aurais tendance à juger en disant... Ah, maudit fendant, qu'il faut qu'il montre tout ce qu'il a, ou l'autre, où il étale toute sa richesse. Puis, alors que je me dis, ben en fait, c'est juste parce qu'il est encore jeune aussi avec ça, puis il a ce besoin-là, puis il n'a peut-être pas compris encore que ça, c'est une manifestation de l'ego, puis d'essayer de mettre l'ego à bonne place, puis de mettre le cœur à bonne place, puis de faire l'équilibre entre les deux, tu sais. Ça devient de où, Serge, selon toi, cette capacité-là que tu as de... C'est la première fois que j'entends un point de vue comme ça sur cette question-là dont on vient de traiter. Et juste avant l'entrevue, je te parlais d'un autre point que tu nous as démontré de façon majestueuse hier. On était en conférence ensemble à un événement, moi et Serge. Cette façon-là que tu as de peut-être voir ce que d'autres personnes... Est-ce que c'est une qualité que tu as d'abord avant tout, en affaires sûrement, ça t'a amené du succès. Des fois, quand on voit une opportunité ou un besoin que d'autres ne voient pas. Je vais te laisser expliquer par la suite ce qu'on a fait, juste mettre en contexte. Hier, on faisait une conférence pour les gens... du Lac-Mégantic. Donc, ce n'était pas les gens de Lac-Mégantic, mais c'était une levée de fonds ici à Québec. Et tous les fonds amassés par la conférence allaient aux gens de Lac-Mégantic. Évidemment, chaque conférencier, on était 11 au total, dont Serge. On a parlé de résilience, on a parlé de persévérance, d'espoir, évidemment. Et Serge, t'es arrivé encore une fois, d'une façon très éloquente, très humble, avec un autre œil, un autre point de vue. Je vais te laisser expliquer juste ce que tu as fait pour les gens de Mégantic. Ah oui, vas-y. Pour démontrer que malgré la tragédie, il y a aussi un autre point de vue. Un peu comme tu viens de le faire avec l'entrepreneuriat. Oui, le rapport à l'argent, oui, le rapport au succès, mais on est jeune. J'avais jamais entendu ça, c'est brillant. Donc, ça te vient de où? C'est-tu une qualité, d'après toi, pour avoir la meilleure année de sa vie, pour essayer de voir les choses différemment, sous un autre angle? Ça peut être une clé importante pour s'épanouir? Bien, je dirais, la question, ça vient de où? Je ne le sais pas. Puis je passe pas tellement de temps à essayer de comprendre d'où ça vient. C'est bon. Là, c'est correct. Je n'ai pas passé bien de temps dans ma vie à essayer de comprendre pourquoi je mesure à peine 5 et 6, parce que ça m'a frustré pas mal quand j'étais jeune. Mais pourquoi ça ne donne pas beaucoup d'avancement? Pas de grande question existentielle de même. Ça avance j'ai beaucoup de questions existentielles, mais pas ceux-là. Mais ça n'est pas une, c'est ça. Mais fait que je ne sais pas d'où ça vient. Mais ce que je sais, par contre, c'est clair que c'est probablement un atout dans l'entrepreneuriat. C'est un atout aussi dans beaucoup de sphères de la vie, quand on est capable de se libérer des contraintes, je dirais, établies. Dans le sens que la réalité absolue, il y a des gens qui vont dire ça, c'est une table, puis c'est certainement pas d'autre chose. Serge, je ne peux pas être autre chose. Alors que quand j'avais 5 ans, c'était pas une table, c'était probablement un poteau d'aluminium sur lequel je pouvais grimper. Je pouvais peut-être tourner ça à terre, faire des roues avec. Alors j'essaie de garder, je disais tantôt, cet enfant en moi, j'essaie de me rappeler que tout est question de concept, tout est question d'acceptation, puis dès que tu te permets de briser ça dans ton esprit, bien, tu sors du paradigme. Tu sors un exemple, puis comment je me suis préparé, moi, à cette affaire-là. Je dis, écoute, il faut que je m'inspire de Mégantic. Je suis jamais allé à Mégantic, puis j'aime faire de la photographie. Je vais aller faire de la photo. Je vais aller faire de la photo là-bas, puis je vais aller me chercher ma fibre pour mon discours. Puis évidemment, j'ai un petit besoin intérieur qui s'appelle « je veux me démarquer ».
Je sais qu'on va être 11 sur scène. Je me suis dit, je vais passer là-dedans, peut-être le 4e ou le 7e. Finalement, je vais passer le 10e. J'ai dit, il y en a une couple qui vont passer avant. Je ne peux pas aller bêtement répéter ce que les autres vont dire aussi. Fait que il faut que j'essaie de trouver quelque chose qui va être différent. J'ai aucune espèce d'idée. J'ai pas de temps, mais j'ai une journée. Je m'en vais à Mégantic. J'arrive là-bas, je suis à l'écoute justement de ces possibilités de manifestation qui font que tu sors du paradigme normal. Et c'est la vie qui me l'a apporté. Les gens commençaient à me dire que c'était beau, la ville, malgré le drame. On continue à vivre. Malgré le drame, je continue à sourire parce que la vie, c'est... Ma sœur, elle voudrait que je sourie encore. Puis pour les gens qui sont partis, je leur dois de me battre parce qu'eux autres, ils n'ont plus de vie. Moi, j'en ai encore une. Alors, je me dois de la défendre puis d'en faire quelque chose de beau. Et d'un coup, je me suis rendu compte que cette tragédie, pour les uns, est devenue quasiment une bénédiction pour les autres parce que ça leur a donné le goût de chérir la vie. Puis ce qu'on prend souvent pour acquis, l'existence, la vie, on la prend pour acquise. On croit qu'elle est illimitée et on n'aime pas penser qu'elle pourrait arrêter demain. On repousse cette éventualité, puis on vit comme s'il n'y avait aucune fin. On pense éternel, oui. Mais quand tu te rends compte qu'elle peut arrêter, comme eux, ces gens-là se sont rendus compte, du coup, ils ont comme shifté, ils ont passé collectivement un groupe de 4, 5, 6 000 personnes à dire « Hey, c'est précieux la vie, puis je veux pas la perdre, je veux la bouffer, je veux être en paix, je dis pas qu'ils n'ont pas de peine, là, mais je dis que leur message, malgré la peine, c'est « Hey, faut que j'en profite, là, parce que je sais pas combien de temps ça dure. » C'est ça que tu as voulu faire. Et c'est ça que j'ai saisi. Moi, je dis « Bon, c'est ça le message. » Et là, tu t'es mis à prendre des photos des citoyens, citoyennes de lac Mégantic avec des messages très puissants qui te disaient « Il faut sourire à la vie ». C'est vraiment génial. Pour les gens qui veulent voir ce que Serge a fait, sergebeauchemin.com, exactement, ça site Internet. Exact. Et là, ton côté entrepreneur est embarqué. Là, je me suis dit... Philanthrope. Exact. Bon, hey, on a les photos. Pourquoi qu'on ne ferait pas un livre avec ça? Puis pourquoi qu'on redonnerait pas les fonds au fond à Puis le livre, il m'est venu l'idée de dire, écoute, je ne vais pas donner un pricing sur le livre. Aucune idée combien il va coûter le livre. Il n'est pas fini encore, techniquement. Faites un don. Je dis, pour avoir le privilège de l'acheter, il faut faire un don. Si tu fais un don de 20 tu vas avoir le privilège d'acheter l'édition régulière. Si tu fais un don de 100 tu vas avoir le privilège d'acheter l'édition de collection ou qui va être dédicacée par la mairesse, le curé, moi-même, puis un religieux peut-être. Fallait impliquer le curé, on n'avait pas le choix. Il fallait pas. Mais quand tu le rencontres, tu vois que tu n'as pas le choix. C'est un bonhomme extraordinaire, un jeune curé, ce qu'on ne voit pas souvent. Le cœur à bonne place, un vrai aussi. La vie, elle les a dotés de quelqu'un de grand, de très grand aussi là-bas, autant la mairesse que M. le curé. Oui, écoute, c'est vraiment génial. Donc, les gens, allez voir, au moins juste aller voir pour regarder justement comment est-ce que des fois, quand on sort des balises, quand on sort des contraintes, comme que Serge l'explique, comment est-ce qu'on peut avoir un autre point de vue tout simplement pour les gens qui sont peut-être en Europe, qui ne savent pas exactement de quoi qu'on parlait. Lac Mégantic, 6 juillet dernier, a eu lieu une méga tragédie où un train a déraillé en plein centre-ville d'une petite ville de 6 000 habitants et puis a laissé, malheureusement, dans le deuil, 47 personnes qui sont décédées, fait exploser le centre-ville au complet. Alors, c'est une tragédie qui a frappé très, très fort au Québec. Et puis, mais dans tout ça, il y a des gens qui continuent. Il y a encore d'espoir, il y a de la beauté, exactement. C'est ça que ces images-là démontrent à merveille. Donc, la photo, on croque dans ça. Vous allez comprendre. Allez voir les photos. Serge, écoute, un autre point qui me fascine dans ton histoire, puis tu n'es pas obligé de nous la raconter parce que c'est une histoire qui est importante dans ta vie avec ton ami, ton héros, bien plus que ton ami, ton héros, Francis, un ancien de tes employés. Tu peux raconter l'histoire brièvement, mais je veux aussi savoir qu'est-ce que toi, ça t'a fait comme. Est-ce que toi, ça t'a amené à te positionner, à être une meilleure personne, à grandir encore? Qu'est-ce que lui a eu comme impact en toi? Je m'en doute un peu, mais parce que... Je vais te donner une réponse bien claire, ça va te faire sourire probablement, mais tu sais, moi, j'ai lu les mêmes auteurs que tu as lus, Canfield, puis Robbins, puis tous ces gars-là, puis j'ai bouffé de ça, tu sais. Fait que forcément, ce sont devenus des leçons qui ont influencé mon jugement, ma façon de voir la vie et tout. Francis, c'est devenu un cas concret dans mon existence de l'application d'une de ces règles-là. Tu sais. Dans la vie, tu ne choisis pas ce qui t'arrive, mais tu choisis la réaction. Tu sais. Ça vient d'un enseignement que j'ai pris avec Annie Marquis, une dame ici qui donne des cours dans l'Estrie sur le pouvoir de choisir. D'ailleurs, c'est le titre de son livre, Le pouvoir de choisir. C'est une docteure en physique qui a fait le tour du monde. En tout cas, peu importe. Annie Marquis. Très, très, très Marquis. Très, très rationnelle dans son approche de la recherche spirituelle, je dirais. Toujours est-il qu'elle me disait dans un de ses enseignements que dans la vie, on ne choisit pas ce qui arrive, hein, mais on choisit toujours la réaction. On a toujours le choix de la réaction.
Et le choix de la réaction, du coup, vient nous moduler ou vient influencer là où on va être dans le prochain événement. C'est un exemple, j'ai choisi d'être avec toi, ben, je ne suis pas choisi d'être sur la rue, puis pour avoir un accident sur la rue, puis j'aurais pu mourir. Bon, ben, parce que j'ai choisi ici, quelque part, ça a une influence sur où est-ce que je vais me trouver après, puis ainsi de suite. Le stress spirituel, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais ce que j'avais retenu, c'est que dans la vie, quand tu l'as sur le nez, tu as le choix de dire, ben, regarde, je l'ai sur le nez, puis on passe à d'autres choses. Je dis, ah, mais allez le frapper moi aussi. Ce choix-là, c'est toi qui l'as. Puis Francis, c'est la démonstration la plus éloquente que j'ai eue, la plus près de moi, du pouvoir de choisir. Francis, il a perdu ses jambes dans un accident de ski, en fait, rapidement. C'est un jeune, je l'ai connu à 21 ans, et à 31 ans est arrivé l'accident. Ces 10 années-là, Francis, c'était un performer. Il est parti en bas de l'échelle et en 10 ans, a fait le tour de la planète. Dans ma compagnie à l'époque, un employé remarquable, très performant, et du jour au lendemain, un accident de ski, il s'enroule autour d'un arbre et il perd l'usage de ses jambes. Coma. Tout ce qui va avec, hein? Tout ce qui va avec. Mais 4 mois après, c'était le même gars-là, 4 mois après, il est déjà retourné au travail. 5 mois après, il joue au golf à Atlanta, dans un bidule qu'il a vu sur Internet. Il a vendu sa maison, il en a fait construire une nouvelle, il a fait adapter sa BMW, il a acheté une voiture adaptée. C'est comme si c'était rien. C'était comme... Alors que tout le monde autour capotait tout. Tout le monde autour était comme « Oh my God, si je perdais mes jambes, ça serait l'enfer. Lui, il nous a démontré que, ben écoute, tough luck, j'ai plus de jambes, ben on continue. Réaction. La vie, elle continue. Puis il me disait souvent, tu sais, Serge, tu nous disais, parce que je l'avais pris ailleurs, je ne l'ai pas inventé, mais tu nous disais au bureau, on choisit pas ce qui arrive, on choisit réaction. Ben, moi, j'ai décidé que c'est la même affaire. Je choisis la réaction, puis je suis responsable quelque part de ces choix-là. Et je les assume. Alors, il y a des hauts, des bas, mais parce qu'il choisit, lui, d'être heureux, parce qu'il choisit de se battre, parce qu'il choisit d'être encore en vie, entre guillemets, ben écoute, il arrive la magie autour de lui. Il arrive toutes sortes de trucs. Il s'est séparé il y a 3 ans, je pense. On était tous un peu à terre à ses chums. C'est mon Dieu. Parce de sa femme qui l'avait accompagné dans toute cette La femme qui l'a accompagné, Linda, une femme magnifique, 2 enfants. Alors, dans cette mésaventure, sa femme a été solidaire, présente, toute la kit. Puis bon, ben pour différents facteurs, c'est des adultes pareils, puis lui, les gens... Ils ont pris 2 chemins différents. Et à un moment donné, leur couple, pour différents facteurs, ça s'est brisé. Nous autres, on s'est tous dit... Puis c'est lui qui a collé la shot, si mon souvenir est bon. Là, on s'est tous dit, oh my God, c'est paraplégique. Et 2 enfants, c'est pas facile, tout seul dans la maison. Tu sais, Baudy qui est autonome, sa femme devait l'aider, mettons, pour prendre son bain. Il devait y avoir des trucs là, où sa femme elle devait être présente. Ça sera pas simple. Mais écoute, une semaine après, ou ben, quelques semaines après, le temps des émotions, là, je ne voudrais pas le mettre pire qu'il est. Là. On va le mettre dans la marque. Une semaine après. Exactement. Mais je n'ai pas le délai. Le lendemain. Le lendemain. Mais non, il me disait, écoute, je l'appelle, je parle avec peut-être, puis 2 mois, mettons plus tard, puis il me dit, je dis, comment ça va les amours? À la blague, tu sais, parce que je voulais le taquiner un peu, puis il me fait dire, ah, c'est pas facile. Ah, il dit, Serge, j'ai jamais vu ça venir. J'ai 2, 3 filles qui courent après moi en même temps. Je dis, voyons donc. Mais ce que je veux juste dire, c'est que comme lui, dans sa tête, ses jambes, c'est pas un handicap. Exactement. Mais c'est juste pas un handicap. C'est pas une fin. Pas du tout. Alors, c'est un départ, c'est ça. Exact. Il jase avec une personne, puis tout de suite, il ne peut pas le cacher. Regarde, j'ai problème de genre. Are you OK? Oui, ben on continue, tu sais. Puis... Mais il reste tellement un gars incroyable quand tu le côtoies un peu que forcément, il plaît aux femmes, il plaît aux hommes, il plaît à tout le monde. Tu sais, c'est un bonhomme d'une grande authenticité. Puis alors moi, ça change ma vie forcément parce que ça me rappelle à tous les jours tu sais, que quand il arrive un malheur, ben, j'ai toujours le choix de comment je vais réagir. Tu sais, parce que je le sais que c'est possible. Tu sais, je sais que si je prends un choix qui est inspiré par les bonnes valeurs plutôt qu'un choix qui est inspiré par la dimension de mon ego, ben, probablement que je vais être plus heureux dans 4, 5, 6 jours, 4, 5, 6 mois, 4, 5, 6 ans après cette décision-là, parce qu'elle était motivée par les bonnes raisons. Tu sais. Alors, j'ai toujours le choix d'être à gauche ou à droite. Puis, ben, quand je suis à droite, j'assume. Puis, quand je suis à gauche, j'assume aussi. Puis de réagir en partageant l'histoire de Francis avec le monde quand tu fais des conférences. Je veux dire, c'est un beau choix que tu as fait parce que c'est saisissant, c'est impressionnant. Ça nous a donné à nous aussi, hier, qui étaient présents, les 900 personnes, un exemple concret, à proximité d'un gars sur la scène. Puis c'était incroyable. Martin, Francis, c'est pas ton charisme, ton éloquence. Mais je crois que son message est tellement puissant. Ben moi, j'ai un peu d'éloquence, j'ai un peu d'opportunité. Ben quand je peux, ben je prends ce message-là, puis je deviens le transporteur de ce message-là. Je me dis, ben comme hier, tu sais, j'ai pas fait grand-chose, j'ai raconté son histoire, mais quand lui arrive sur la scène, il n'y a rien à dire. La démonstration est faite, on le voit se lever avec l'appareil debout.
Puis là, il vient prendre le micro, puis il dit, comme moi, dans la vie, vous n'avez pas choisi qu'il arrive un accident mégantique. T'sais. C'est sûr. Puis là, ben, tu connectes. Lui non plus, je n'avais pas choisi ça. Mais il dit, comme moi, vous avez le choix de la réaction. Ouais, c'était... Wow, c'est tellement puissant. C'était le message. Exact. Mais moi, je vais le dire, tu vas le comprendre en philosophiquement. Mais là, ce que là, il voit, l'œil croit. Ce que là, il voit, l'œil croit, pas faire autrement que de croire que ce gars-là, il porte un message très puissant. Et il n'a pas l'éloquence de le porter, mais bon, la vie a fait qu'il me côtoie, qu'il côtoie des gens comme toi peut-être, puis un de ces quatre, son message passe. Puis ça, ben, je trouve ça, moi, je suis très reconnaissant à la vie de me donner l'opportunité finalement de transmettre ce message-là. Parce qu'ultimement, mon existence, parce que tu disais, on parlait de questions existentielles tantôt, moi, je ne suis pas trop calme dans ma vie. À un moment donné, vers l'âge de 30 ans peut-être, je me suis remis en question en disant que la vie, c'est un peu absurde. T'sais. Quand tu regardes ça, mettons, de très haut, tu as déjà vu peut-être des still motion, là, des films là, en rapide. Là, oui. Imagine un still motion d'être humain, tu en vois des fois sur Internet, là, c'est zoomé out, là, puis tu vois les petits bonhommes qui se promènent avec les voitures, puis tout va vite, là, puis ils sont tous noirs, là, ils ont tous l'air d'être des fourmis. Ils ont tous l'air d'être des fourmis. Quand je regarde un nid de fourmis, je me dis, leur vie est un peu absurde, en fait. Hein? Ils vont chercher de la bouffe, ils mettent ça dans le nid, ils la mangent, ils font des petits bébés fourmis, puis on recommence, puis ça, ben, on va travailler, chercher de la exactement. nourriture, Puis là, ça tourne. À un moment donné, la petite fourmi, ça va faire un autre nid ailleurs, puis on recommence. Puis après, il s'écœure entre les autres. Puis c'est ça, la vie, tu sais. La vie d'une fourmi, ça se résume à ça. Je me dis, bien, quelque part, l'être humain, s'il n'y a pas... On peut tomber dans le même moule, tu sais. On tourne en rond, on ramasse un petit peu de papier vert ici, on le met dans un coffre en brique là-bas. On crève, mes enfants pognent un petit peu de papier vert là, vont le mettre dans l'autre coffre là-bas, puis on crève, puis ça tourne, puis c'est complètement meaningless. Pas de sens, ouais. Alors, moi, j'ai dit, la vie humaine, s'il y a quelque chose, c'est qu'elle a un sens. OK? Et le sens, bien, il ne peut pas être le même pour tout le monde, parce qu'il était le même pour tout le monde, on aurait toute la même quête. Ouais. Alors, si le sens est différent pour chacun d'entre nous, peut-être il y a quelques sens qui se regroupent, là, mais bon, alors on a la responsabilité comme être humain, avec notre conscience puis notre introspection, de découvrir quel est son sens à soi. Parce que son sens à soi devient donc je dirais, la raison d'être de ton existence. Et quand tu cherches cette raison d'être-là, c'est sûr que la réponse n'est pas toujours simple à trouver d'une part, mais elle peut varier aussi. Moi, ma raison d'être à 30 ans a peut-être changé à 38. Elle peut évoluer. Ben oui, elle change. Mais il faut continuer de se questionner, justement. Exactement. Puis d'essayer de trouver, de dire pourquoi je me bats aujourd'hui? Pourquoi je me lève aujourd'hui? Pourquoi je vis aujourd'hui? Pourquoi je veux vivre aujourd'hui? Puis si la réponse est tout le temps de jouer au golf, ben là, il me semble qu'il y a quelque chose. Il me semble que c'est un peu vide. T'sais. Mais si dans ta réponse, une fois de temps en temps, c'est parce que je veux aider ou parce que je veux chanter, parce que je sens que quand je chante, je fais une différence. Quand je chante, je contribue. Je veux enseigner, je veux protéger, je veux nourrir. Bien, quand tu as l'impression que ce que tu as comme réponse, ça a un sens et c'est porteur pour l'ensemble de l'humanité ou pour l'ensemble de la vie ou de la manifestation de la vie, c'est très spirituel comme réponse, là, mais quand tu trouves ça, bien, j'ai l'impression que ça vaut la peine de s'accrocher. Puis moi, bien, cette réponse-là, depuis quelques années, c'est faire une différence. Tu sais, moi, ma réponse à moi, c'est de dire, j'ai envie que mon existence, je ne veux pas être nécessairement, parce que ça, c'est l'ego qui va parler, donc je dis, je ne veux pas être nécessairement reconnu. Mais mon ego est très puissant, alors lui, il aimerait ça être reconnu, tu sais. Alors, des fois, je donne un petit peu de place, puis bon, c'est vrai que j'aimerais ça, moi aussi, être reconnu, puis j'aime ça être flatté. Mais j'essaie de distinguer ça de mes actions. La drive initiale. Ouais. Puis j'essaie de faire attention, parce que, Martin, c'est facile de tomber dans la mécanique de l'ego, tu sais. C'est facile de dire, j'ai l'opportunité d'aller m'entretenir à la télévision, dans telle émission. Hey, je vais y aller, je vais être une vedette, je vais être à la télé. Ça, c'est l'ego qui y va. Mais le cœur, il dit, pourquoi tu vas là? C'est quoi ton message? C'est quoi ton message? Y a-t-il une opportunité dans cette occasion-là de vibrer la fréquence à laquelle tu es supposé vibrer? Si c'est pas ça, bien là, c'est juste l'ego. Bien, watch out. C'est peut-être pas l'utilisation optimale de ton temps. Puis comme je dis, il est là, l'ego, il faut le flatter aussi une fois de temps en temps. Là. Fait qu'il faut pas juste dire, je ferai jamais ça. Ça, c'est, j'aurais des ailes, puis je serais sur une autre dimension. Je suis à la même dimension que les êtres humains. Tu serais cute avec des ailes. Ouais. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que dans certaines situations, dans des cas comme ça, tu dis, bon, ben écoute, ça, c'est pas dans mes cordes, c'est pas ça que je suis appelé à faire. Moi, je suis ici pour faire une différence. Je suis ici aujourd'hui, Martin, parce que tu me dis, je fais des trucs qui peuvent faire une différence dans la vie des gens, qui peuvent influencer les gens. Ben j'ai dit oui tout de suite. T'sais. Pas poser de questions combien ça coûte, combien ça rapporte, c'est pas important. C'est oui, parce que je peux faire une différence et c'est ma raison d'être. Pendant combien de temps? Peut-être que dans 8 ans, ma raison d'être, ça va être de me reposer. Ça va peut-être être autre chose. Me reposer, peut-être pas nécessairement celle-là, là, mais ça sera peut-être autre chose. Ça, oui, c'est ça va peut-être être enseigné, ça sera peut-être de faire de la politique. Je ne sais pas ce que je ferai dans 8-10 ans, mais pour l'instant, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est de toucher les gens et leur donner le goût de bâtir une entreprise ou de poursuivre leur rêve.
Tu sais, ça me fait vibrer. Mission accomplie sur ta drive, parce que tu fais une différence. Merci énormément pour être une personne de cœur, être une personne authentique et être aussi au service, parce que tu le fais d'une façon magistrale. Alors, Serge, merci énormément de t'être arrêté à la meilleure année de votre vie. Ça a été un charme. Bien, je dois compléter en disant merci à toi aussi de faire ce que tu fais là, parce que ce que tu fais comme travail, évidemment, d'un aspect business, on va dire c'est une business, puis il fait une belle business, puis c'est correct, c'est très bien de faire des bonnes business. Moi, je suis qu'un homme d'affaires, alors j'encourage tout ça, mais ta business aussi est dans un espace dont la volonté, c'est d'aider, puis de faire une différence, puis de collaborer à ce que d'autres gens puissent se réaliser. Alors, bravo à toi, Martin, aussi, pour le travail que tu fais, puis le succès que tu obtiens. Énormément, et merci à vous aussi, encore une fois, d'avoir été à l'écoute mois après mois. Alors, tant qu'à nous, on se revoit le mois prochain avec un autre entretien exceptionnel. Jusqu'à notre prochaine rencontre virtuelle, mes amis, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci énormément de faire partie de ces gens-là qui aussi acceptent de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était Martin Latulippe qui vous dit au revoir tout le monde.